Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du Dauphiné, pour faire le débrief de l'étape numéro 7 du Critérium du Dauphiné 2022. On va revenir sur cette étape comme d'habitude, le bilan des Bleus, top flop, comme vous en avez l'habitude. On reviendra donc, on débriefera l'étape du jour, cette 7e étape, encore une échappée, une étape qui m'a pas vraiment passionné. Alors ça m'a intéressé parce que je voulais voir un petit peu l'état de forme de chacun des leaders. Même si on est encore assez loin du départ du Tour de France, on est encore à plus de 20 jours du départ du prochain Tour de France, mais c'est quand même intéressant de voir où en sont les différents leaders. Et puis c'était intéressant parce que c'était la première étape de haute montagne sur ce Tour de France et que c'est un peu une répétition de l'étape de l'Alpe d'Huez, parce que à part l'arrivée à l'Alpe d'Huez qu'on n'avait pas aujourd'hui, sinon c'était le même programme. On a remplacé l'Alpe d'Huez par la montée de Vojani. Autant vous dire que j'aurais préféré l'Alpe d'Huez parce que Vojani c'était pas très dur, c'était pas suffisamment dur je pense pour faire de grandes différences. Comme je le prédisais un petit peu, alors pas pour le... Enfin, Roglic a que 40 secondes d'avance, mais techniquement, je pense qu'il a assez d'avance pour s'imposer demain, surtout vu la forme qu'il a l'air de tenir. Par contre, ça va être une balle bagarre pour les places d'honneur, pour la troisième marche du podium, et tout se jouera demain au plateau de Solaison, parce qu'aujourd'hui, c'était pas suffisamment dur dans le final. Ce qui était peut-être une erreur des organisateurs. Bon, encore une fois, de toute manière, le parcours de ce Dauphiné 2022 ne n'a pas passionné plus que ça. J'ai pas trouvé la course très intéressante, mais c'est souvent le cas sur le Dauphiné quand même. Je suis pas un grand fan du Dauphiné. Je pense que enfin, il y en a certains qui me l'ont marqué dans les commentaires que oui, j'attendais le Tour de France. J'attends aussi le Tour de Suisse surtout. Encore plus que le Tour de France, parce que le Tour de Suisse, il y aura un peu plus d'opposition. C'est une course qui, je trouve, est mieux conçue que le Dauphiné de ces dernières années. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas aimé l'étape. N'hésitez pas également à me parler des Français, voilà, à me parler de certains coureurs. Si j'ai pas parlé de certains coureurs, n'hésitez pas à me le marquer également dans les commentaires. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment quand vous mettez toutes les notifications dans les options. Alors là, c'est encore mieux, c'est le Saint Graal. Donc étape numéro 7, ou étape qui ne m'a pas passionné plus que ça, avec une échappée qui m'a pas... En fait, c'est plus l'échappée qui m'a pas passionné. Parce que derrière, la course était quand même intéressante, avec les Jumbo qui, à un moment, prennent en main. Et puis Uno X qui accélère le rythme avec la Groupama. Je trouve qu'il y a des équipes qui ont décidé de prendre des responsabilités. Et notamment Uno X, on s'y attendait peut-être pas à ce qu'ils prennent des responsabilités, ce qui montre que cette équipe est très intéressante. Et du côté de l'étape, en fait, s'il n'y avait pas eu l'arrivée à Vojani, s'il y avait eu une arrivée avec plus de difficultés, je pense que l'étape aurait été plus intéressante. L'arrivée à Vojani a fait que, en fait, on a attendu ce final, sauf que comme le final n'était pas très dur, on s'est dit, oui, si on n'arrive pas à faire des écarts, on attendra demain. C'était aussi le retour des chaleurs, parce que c'est vrai que le mois de mai, enfin une partie du mois de mai en France et en Europe, il n'a pas fait très chaud. Et là, on a eu aussi des conditions en montagne qui étaient assez chaudes aujourd'hui. C'était un petit peu plus les températures qu'on aura sur le Tour de France. Donc, c'était également intéressant de voir comment les coureurs se comportaient avec ces températures-là. Je dois vous parler du Tour de Suisse. Oui, donc le Tour de Suisse démarre demain. Sauf que demain, il ne sera diffusé que sur l'équipe live. La première étape sera diffusée en fait lundi. Je vais faire pareil que la chaîne L'équipe, c'est-à-dire que je débrieferai un peu l'étape 1 dans le débrief de l'étape 2. Je ne ferai pas de débrief de vidéo spéciale pour l'étape 1 demain. Pourquoi? Parce que y a le Grand Prix de Formule 1, parce qu'il y a les 24 heures du Mans que je veux quand même un petit peu suivre. Alors je pense que je vais les suivre en replay, mais il faut quand même que je dégage un petit peu de temps, que j'ai toujours le Giro, le débrief du Giro à faire, et qu'il va falloir que je commence à préparer le Tour de France également. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire de cette manière, étant donné que la chaîne L'équipe le diffuse pas en direct et ça me fait chier d'être obligé de le regarder avec une qualité qui parfois est un petit peu dégueulasse, surtout avec un player Dailymotion. Donc je ferai de cette manière. Donc demain, débrief de l'étape 8 du Dauphiné. Par contre, pour avoir le début du Tour de Suisse, il faudra attendre lundi sur la chaîne. On commence tout de suite par
le bilan des Bleus de ce Dauphiné 2022. Plutôt une journée intéressante du côté des Bleus. De toute façon, ça a été un Dauphiné où les Bleus, que ce soit les Français, mais également les coureurs étrangers dans des équipes françaises, ont plutôt été intéressants. Je commence avec Ben O'Connor. Pour moi, c'était l'un des coureurs les plus en forme aujourd'hui, Ben O'Connor. Il finit 3e des grimpeurs, enfin des leaders du général derrière la doublette de Jumbo. Mais j'ai trouvé vraiment très, très bien Ben O'Connor. Il suit quand même au départ Roglic. C'est le seul qui a été en capacité de suivre Roglic sur la première accélération. Enfin, de suivre Vingegaard, Roglic sur la première accélération. C'est le seul qui a été en capacité de faire ça. Alors peut-être qu'il aurait dû laisser Roglic devant. Mais en même temps, est-ce que Roglic n'aurait pas fait une cassure et laissé un trou peut-être ? Donc ensuite, il n'arrive pas à suivre l'attaque de Roglic. Vingegaard dans le final était très fort aujourd'hui. Vingegaard, le Danois, je trouve était impressionnant. Mais Ben O'Connor, plutôt du bon boulot. Par contre, j'ai trouvé son équipe un peu faible autour de lui. Je trouve que il a manqué un petit peu de personnel dans le final. Donc j'espère que ça sera un peu mieux sur le Tour de France parce que c'est compliqué de gagner un Tour de France quand on n'a pas une équipe, ou de faire un bon résultat sur le Tour de France quand on n'a pas une équipe un minimum solide autour de soi. Mais je trouve qu'il a fait vraiment une belle journée, Ben O'Connor. Il fait de toute manière plutôt un Dauphiné intéressant, le coureur australien. De toute manière, je dis souvent qu'avec Ben O'Connor, on est rarement déçu par ce coureur depuis 2-3 ans, depuis son Giro 2020. C'est un coureur et même l'année 2020, j'ai envie de dire, de Ben O'Connor était déjà très bonne. Donc c'est un coureur qui me déçoit assez rarement. J'ai toujours trouvé qu'il était vraiment très intéressant, que c'était un bon grimpeur, surtout depuis 3 ans. Je continue du côté des coureurs au top avec Pierre Rolland. Maillot à poids qui est dans la poche, parce qu'il a maintenant plus de 30 points d'avance sur Carlos Verona. Donc il faudrait qu'il y ait un miracle pour que Verona aille déloger Pierre Rolland de ce maillot de meilleur grimpeur. Dauphiné, on n'avait pas vu Pierre Rolland comme ça depuis qu'il était arrivé chez Vital Concept. On est tous d'accord pour le dire. Il a été très présent, très en forme, dans une bonne condition physique, à l'attaque, offensif, mais avec de la réussite en même temps, des bonnes jambes. On l'a vu hier où il fait quand même deuxième du sprint, enfin deuxième de l'étape, premier du sprint du groupe de poursuivants. Et voilà un Pierre Rolland qui aujourd'hui a pris les points dans les 2 difficultés du jour. De toute façon, j'avais dit c'était peut-être presque plus aujourd'hui que demain que le classement de la montagne allait se dessiner, vu le nombre de points qu'il y avait au programme. Donc demain, Pierre Rolland pourra passer peut-être une journée un peu plus tranquille à l'avant de la course. Et puis, il redonne un petit peu du baume au cœur à l'équipe BNB Hotel, qui, on ne peut pas dire qu'elle ait fait un grand début de saison. Le Dauphiné a plutôt été correct pour cette formation, même si aujourd'hui, si je regarde au général, j'ai l'impression que Bonamour a fini très loin. Il n'a pas réussi à faire une très bonne course, Bonamour. Il a été assez peu visible pendant la semaine, mais 22 minutes 23 pour Bonamour, c'est un peu un problème. Ça veut dire également que chez BNB Hotel, il faudra se concentrer sur les victoires d'étape, sauf que quand vous n'avez pas un sprinter de qualité, parce que Mozzato, on a vu quand même les limites de Luca Mozzato depuis le début de saison. Dès qu'il y a un peu de difficulté, Mozzato, il est quand même plus vraiment là. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment partir dans beaucoup d'échappées et être surreprésenté dans certaines échappées. Mais Bonamour, fait quand même pas une grande année. C'est fou, Bonamour, ça me fait un peu penser à Quentin Paché, qui sur la 2e année chez BNB Hotel, que ça soit l'un ou l'autre, après avoir fait une première année très en réussite, avait eu du mal à confirmer. Quentin Paché, l'année dernière, sa saison est pas bonne. Bonamour, c'est un peu pareil. Alors certes, il y a eu son trauma crânien en début d'année lors du Grand Prix de la Marseillaise, mais déjà le trauma crânien, il était revenu en course quand même assez vite.
Et il voulait pas trop en parler. Donc c'est-à-dire que quand tu veux pas en parler, c'est que tu veux pas te cacher derrière ça. C'est donc que tu as un... pour ma part, je pense que tu es, à 100% de ta capacité physique. Sauf que depuis le début de saison, il n'est pas en grande condition. Il est à 22 minutes 23. Même Pierre Rolland devant lui au général. Alors que Pierre Rolland a été dans beaucoup d'échappées. Schoenberger également est devant lui. Donc c'est pas normal de la part de Franck Bonamour d'être aussi loin général. Et du côté de Pierre Rolland, heureusement qu'il était là pour mettre en avant l'équipe, parce que c'est avec le début de saison de BNB Hotel n'a pas été bon, que j'étais en train de me poser la question, le fait que Jérôme Pinault soit aussi énervé envers son équipe, c'est peut-être parce que du côté du sponsor, on commence à en avoir un peu marre de ce manque de résultats, parce que BNB Hotel, Vital Concept, c'est quand même une équipe qui a 5-6 ans déjà, et qui pour le moment n'a pas eu de grands résultats. Il n'y a pas eu un résultat important dans cette formation. Et c'est peut-être ça qui commence à énerver fondamentalement les sponsors, c'est qu'ils mettent de l'argent, ils mettent de l'argent, ils mettent de l'argent, sauf qu'on ne voit rien venir en termes d'évolution de performance. Peut-être pour ça qu'ils s'énervaient envers les coureurs. Hein. C'est peut-être que les sponsors disent, s'il n'y a pas un grand résultat qui arrive rapidement, on va retirer nos billets. Et si BNB Hotel retire ses billes, l'équipe c'est fini. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que Jérôme Pinault est un petit peu inquiet. Plus moins, j'ai mis David Gaudu. J'ai hésité entre plus et plus moins pour David Gaudu. J'ai hésité entre les deux parce qu'il fait quand même 7e de l'étape et qu'on est aussi au mois de juin, qu'on est encore 20 jours du Tour de France. Donc c'est vrai que pour David Gaudu, on est peut-être encore dans une phase de préparation, de consolidation de la forme physique. Mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était un peu difficile. Les gens m'avaient pas l'air de répondre si bien que ça. Il se fait aussi un petit peu surprendre par la première attaque. Ce qui, je pense, le met dans le rouge pour la suite de la montée de Vojani. C'est que j'ai l'impression qu'il n'était pas très bien placé au moment de la première attaque. Mais peut-être aussi qu'il n'était pas très bien placé parce que Storer s'écarte très vite. Storer n'a pas fait un énorme travail à l'avant de la course et c'est peut-être ça l'erreur, parce que pourtant Storer, j'avais vu tous les jours il était lâché en fin d'étape, donc il se relevait plus que lâché, et donc je m'étais dit oui, on conserve Storer parce que dans les jours à venir on va énormément l'utiliser ce week-end, donc on fait du management. Sauf que aujourd'hui on l'utilise, mais il n'a pas très bien réalisé son job, je trouve, Storer. Ça a été un petit peu décevant, ce qu'a fait le coureur australien, qui est un peu sur courant alternatif quand même. Il y a eu un petit peu du bon sur la fin du Tour des Alpes, mais à part sur le Tour des Alpes, sinon Storer, ça a quand même été plutôt décevant en ce début de saison. Alors peut-être aussi que j'avais des attentes trop élevées envers Storer. Peut-être que sa Vuelta l'année dernière était qu'un coup d'éclat dans sa carrière, mais je m'attendais quand même à un peu mieux, même en tant qu'équipier. Pour le moment, on l'a peu vu. Alors David Gaudu, donc il doit faire avec tout ça, donc 7e place, c'est plutôt bien, à 40 secondes, surtout que c'est donc c'est Ben O'Connor qui est un peu devant lui, mais Ben O'Connor, je trouve, a fait une belle montée, donc c'est plutôt intéressant. Au général, il est à 16 secondes de Ben O'Connor, donc du podium, donc c'est encore tout à fait réalisable. Mais je sais pas, sur la montée de Gaudu, je trouve sur la fin il était vraiment rupteur et j'avais l'impression que physiquement, il était un petit peu en difficulté, que ça se déhanchait beaucoup. Alors peut-être aussi que c'est la chaleur, je rappelle que Gaudu est breton, donc là on avait quand même des fortes chaleurs, peut-être que il a besoin de se réhabituer à ces fortes chaleurs, mais je trouvais que les jambes n'étaient pas exceptionnelles pour David Gaudu aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en plus-moins, parce que d'un côté, le résultat est pas mal, 7e, 6e du général, c'est plutôt bien pour Gaudu. Mais au niveau de mon impression sur la vidéo, sur l'étape, j'avais l'impression que c'était un petit peu en dessous pour David Gaudu. Et puis Storer aussi, pas incroyable en tant qu'équipier. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le nouveau leader du classement général, Primož Roglič.
Très bon travail de Primož Roglič, très bon travail surtout de la Jumbo qui a travaillé toute la journée, notamment Laporte, notamment Van Aert dans le col de la Croix de Fer, qui a sacrifié ses chances, très clairement. On n'a pas fait de test autour de Van Aert. La théorie que j'avais eue hier s'est révélée un peu fausse. Et puis on a vu quand même un Vingegaard qui s'est mis au service de Roglič. Malgré tout, Roglič, il n'était pas une jambe au-dessus de Vingegaard. Ce qui me fait dire que les nœuds dans la tête chez Jumbo, ils vont encore être importants. Alors aujourd'hui, Roglič s'impose. Il a 45 secondes d'avance au général sur Vingegaard avant l'étape de demain. 1,24 sur Ben O'Connor. J'ai envie de dire qu'il a quand même une petite marge de sécurité au niveau du classement général, même si sur le dernier, sur Paris-Nice, il avait à peu près ces écarts-là et ça s'était mal passé. Mais le problème de Roglič, c'est Vingegaard. Parce que là, aujourd'hui, Vingegaard, il a fait quand même une sacrée étape. Quand il accélère le rythme, il met tout le monde en difficulté. Si aujourd'hui Roglič s'impose, c'est grâce à Vingegaard. Je me demande vraiment comment, chez Jumbo, il va se débrouiller pour que Vingegaard reste au service de Roglič sur les 3 semaines du Tour de France. Il faudra surtout pas que Roglič ait un coup de mou. Parce que dès que Roglič, par exemple, se fait distancer par Pogačar, si Vingegaard peut suivre, Vingegaard suivra. Et on aura une inversion de position dans cette formation. Après, peut-être qu'on a dit à Vingegaard, sur le Tour, tu seras équipier, mais ensuite, après, derrière, tu seras leader. Vingegaard et Roglič se sacrifiera parce que peut-être que sur la Vuelta, c'est toi qui seras leader de la Vuelta ou leader sur le Tour de Lombardie en fin de saison. Enfin voilà, peut-être que tu auras ta chance sur d'autres courses et que tu seras top leader. Et peut-être même que Roglič se mettra à ton service. Mais je me demande vraiment comment ils vont faire pour que le numéro 2 du dernier Tour de France se mette au service d'un coureur qui a abandonné l'année dernière et qui n'a jamais fait aussi bien sur le Tour de France. Ça va pas être facile. Surtout qu'encore une fois, Vingegaard, il montre qu'il est en bonne condition physique. Alors peut-être qu'il est un peu trop en forme, Vingegaard. Ça, c'est toujours la question que je me pose. Sur le Dauphiné, il faut être en forme mais pas trop en forme. Il ne faut pas être trop dominateur sur le Dauphiné, parce que sinon, après, c'est compliqué. Mais Roglič remporte l'étape, mais Vingegaard, impressionnant. Le coureur danois, en plus avec un tour qui va partir du Danemark, il aura peut-être l'envie également de bien faire, Vingegaard. Je poursuis du côté des coureurs au top. Deuxième coureur au top, le vainqueur de l'étape, c'est Carlos Verona. Première victoire chez les professionnels à 29 ans. Comme quoi, il faut toujours y croire. Ça va faire du bien à Movistar, parce que début de saison, pas incroyable. Heureusement qu'il y a eu Valverde, j'ai envie de dire. Ça va mettre également un petit peu de beurre dans les épinards au niveau du classement UCI. C'est vrai que Movistar commence à descendre un petit peu dans la hiérarchie depuis quelques temps en n'ayant pas forcément de grands résultats. Et puis Carlos Verona, voilà. Enfin une première victoire. Quand j'ai entendu première victoire chez les professionnels, là je regardais la course, je me disais, c'est surprenant parce que moi je me souviens de Carlos Verona chez Omega Pharma Quick-Step et je m'étais dit, il a peut-être remporté une course en Belgique ou en Espagne parce que à ce moment-là, chez Omega Pharma, il avait un rôle plutôt de... Enfin, il avait un rôle de leader, un rôle de coureur un petit peu protégé quand même. Du souvenir que j'avais de Verona, parfois on lui laissait sa chance. Et je suis assez surpris que ça soit sa première victoire chez les professionnels. Deuxième d'une victoire d'une étape sur la Vuelta. 19e d'un Tour de France, au général, quand même. 6e de l'UAE Tour cette année. 5e du Tour de Gandhi. Mais pas de victoire, ce qui semble assez dingue. Coureur qui enchaînera Tour de France, Vuelta chez Movistar. Il y en a quelques-uns qui vont faire ça, parce qu'on aura besoin de points. Ça va également réveiller un petit peu la Movistar, parce qu'on rentre dans la période importante de la Movistar. Pour le moment, moi j'avais dit que j'étais pas hyper inquiet pour la Movistar, malgré le fait qu'ils aient pris peu de points, parce que j'avais dit que c'est pas forcément leur période majeure. À la Movistar, on sait que c'est surtout Tour de France, Vuelta.
À partir du mois de juin, là, il faut qu'il se réveille en termes de points. Sauf que le début de mois de juin n'avait pas été non plus incroyable d'un point de vue comptable pour la Movistar. Donc là, en fin de victoire, alors certes une victoire c'est que 50 points, 60 points UCI, vous allez me dire sur ce Dauphiné, oui mais ça va les réveiller un petit peu. Et puis surtout, ça va peut-être montrer à la Movistar qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'intérêt à rouler derrière un leader, que parfois prendre des échappées, c'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que la Movistar, c'est pas forcément l'équipe qui prend le plus d'échappées. Hein. Ils ont tendance à courir un peu comme Ineos, alors qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'effectif de la qualité d'Ineos. Mais là, ça va leur montrer que, on a des coureurs qui savent gagner et des équipiers qui sont en capacité de gagner. Et puis, un Carlos Verona, il a saisi sa chance. Aujourd'hui, c'est un coureur donc, qui a commencé chez Burgos en 2011, puis il a rejoint Omega en 2013. Il a quitté Omega en cours d'année. En 2016, au mois de juillet, il avait rejoint Orica Bike Exchange, ce qui est assez rare. Il a fait 3 ans dans cette formation avant de rejoindre Movistar en 2019. Il a un contrat jusqu'en 2023 du côté de la Movistar. Mais coureur, j'étais assez surpris encore une fois de voir que c'était sa première victoire parce que pour moi, il en avait au moins 2 ou 3 autres, vu que c'est un coureur quand même qui avait... chez Quick-Step, on lui avait laissé quand même un petit peu de liberté. Donc j'étais assez surpris de cette statistique. Et puis je termine avec Johan Essen, le coureur du NOX. On rappelle cette grande phrase de Christian Prudhomme en début de saison. On n'a pas pris une OX parce que les coureurs sont trop jeunes, pas assez matures, pas assez performants. Et vous allez voir, je crois qu'il avait même dit, vous allez voir Johan Essen sur le Dauphiné, peut-être qu'il n'y aura pas de grands résultats. Bon, Johan Essen aujourd'hui, il fait 5e à 39 secondes. Au général, Johan Essen est 7e, c'est-à-dire juste derrière David Gaudu. Ça m'énerve que Christian Prudhomme n'assume pas de dire « j'ai choisi des équipes françaises ». Et puis ferme ta gueule. Voilà, que les invitations, j'ai voulu les distribuer à des équipes françaises. Parce que c'est la logique. Pourquoi on a pris Uno X à la place de BNB, alors que Uno X a peut-être beaucoup plus de coureurs intéressants que BNB dans son effectif? Parce que BNB est une équipe française. Et que Christian Prudhomme ne se voyait pas ne pas donner une invitation à une équipe française. Mais faut arrêter de dire c'est parce que Uno X a encore une formation jeune. Non, tu peux pas dire ça. Ils ont montré leur talent. Ils ont montré leur qualité depuis l'année dernière, Uno X. Faut être aveugle pour pas voir que Uno X est une très belle formation, une formation en plus avec un bel état d'esprit, j'ai l'impression, et qui a décidé de former beaucoup de coureurs scandinaves. Enfin, scandinaves et danois. Est-ce que le Danemark fait partie de la Scandinavie? C'est toujours un petit peu un débat. Mais c'est une équipe qui fait du bon boulot. Voilà, tout simplement, Uno X. Et là, le petit Johan Essen. Je rappelle que Johan Essen, pour ceux qui l'auraient oublié, quand même, l'année dernière, sur le Tour de l'Avenir, il l'a remporté avec 2 victoires d'étape, du côté du Grand Colombier et du côté de Saint-Jean-d'Arve, 2 étapes de montagne, où il avait été très très bon. 2e du Saskatour, 2e du Baby Giro. Il avait également remporté... fini 6e d'une étape, de la dernière étape du circuit des Ardennes International. 3e également de Liège-Bastogne-Liège U23. Donc coureur avec des qualités quand même, Johan Essen. Coureur très intéressant. Et puis cette année, on l'avait vu sur l'étoile de Bessèges, où il avait été impressionnant du côté du bon bouquet devant Gevine. Mais sur le Tour de Catalogne, il fait 7e encore. Alors certes, pas le plus grand Tour de Catalogne qu'on ait vu, mais 7e à son âge, c'est quand même un bon résultat. 4e du dernier Tour de Norvège que je n'ai pas suivi. Et là, donc, 5e sur cette étape à Vaujany. Je crois qu'il a montré toutes ses qualités pour être un des futurs grands du cyclisme, peut-être, dans 2024, 2025. La relève peut-être du cyclisme norvégien, parce que c'est vrai que les Norvégiens, il y a eu Torusoft, il y a eu Boasson Hagen,
Mais bon, Sagan, il a quand même 35 balais. Alexander Kristoff est pas tout jeune non plus. Donc c'est vrai que le cyclisme norvégien a besoin de relève. Et ben voilà, on a des bons coureurs et Johannesson en fait partie. Ne pas confondre avec... alors là, on parle bien de Tobias Haaland Johannesson, parce qu'il y a 2 Johannesson chez Uno X. Il y en a un qui est un petit peu moins bon que l'autre quand même. Mais super coureur, Johannesson. Et quand Christian Prudhomme dit... Enfin, c'est un total mensonge, ça m'avait énervé le jour-là. Hein. Je crois que j'en avais parlé en vidéo, et quand il y avait eu ces propos-là. Vu comment l'effectif est performant depuis le début de saison. Uno X, ils ont été à l'avant, ils se sont montrés. C'est une équipe vraiment qui fait du bon job, avec des coureurs très jeunes. Mais par exemple, Scarset, il a fait 2e. C'est quand même une équipe qui a déjà 6 victoires. Notamment une victoire avec Anton Charming sur le Tour de Man, 2 victoires, une victoire d'une étape sur le Tour d'Antalya et le Général, Boucle de l'Aune, victoire également d'un coureur, vainqueur donc de Johannesson sur l'Étoile de Bessèges, mais Torsten Traen qui avait fait 9e également du Tour de Catalogne. On en avait parlé de Torsten Traen, je ne sais plus si j'avais parlé de Johannesson, mais j'avais parlé de Torsten Traen qui avait été très bon. Après, quand tu regardes un petit peu quand même les directeurs sportifs, c'est Lars Jattingbach et Kurt Halle Arvesen, des très bons coureurs quand même, qui ont eu quelques résultats dans leur carrière. Donc c'est normal aussi qu'à un moment on ait des résultats. Et puis vous avez quand même quelques coureurs très intéressants dans cet effectif. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 2 bonnets d'âne aujourd'hui, je commence avec Enric Mas, le coureur de la Movistar qui finit à 16 minutes 38. C'est inquiétant pour Enric Mas, donc il est tombé il y a 2 jours, Enric Mas, au niveau de l'épaule. C'est inquiétant parce que donc là aujourd'hui l'étape a été très compliquée, alors épaulé quand même par Gorka Izagirre. Ça n'a pas dû être une journée facile pour Gorka Izagirre de rouler avec un coureur un peu blessé qui n'est pas dans un grand jour. Mais c'est inquiétant quand on est très proche du Tour de France. Encore une fois, on est à 3 semaines du Tour de France. Donc, avoir cette mauvaise journée, peut-être des douleurs au niveau de l'épaule, c'est inquiétant. Parce que, imaginons qu'il y a un trait de fracture, le Tour de France va devenir beaucoup plus compliqué désormais pour Enric Mas. Donc, il faut... c'est jamais bon quand tu arrives sur une course comme le Dauphiné et que tu termines le Dauphiné et que tu n'as pas des bonnes sensations. C'est jamais bien. Parce que forcément, tu vas douter. Là, sur ces 3 semaines qui vont t'amener au Tour de France, tu vas douter. Alors, peut-être qu'Enric Mas participera au championnat d'Espagne. Peut-être que s'il fait un bon résultat sur le championnat d'Espagne, ça le rassurera. Mais forcément, il aura quand même des doutes au départ du Tour de France. Et c'est jamais bon. Surtout que le départ du Tour de France, sans être méchant, n'est pas forcément à son avantage, notamment avec le vent qu'on pourra avoir du côté du Danemark, mais également en arrivant en France, parce que je rappelle que l'étape 4 arrive à Calais, et on passera notamment par le cap Grinet. C'est Grinet ou Blandais, je ne sais plus lequel des deux. Mais moi j'y suis déjà allé dans ce coin-là. Je peux vous dire que ça souffle terrible quand ça souffle le vent, et que le cap c'est celui qui est en haut d'une bosse. Je crois que c'est Grinet. La bosse elle est sévère pour l'avoir fait en bagnole. Il faut jouer un petit peu du levier de vitesse, surtout quand vous avez une voiture qui n'est pas très puissante. Et en plus, c'est assez proche de l'arrivée parce qu'on sera à une quinzaine de kilomètres de Calais, je pense, vu qu'on va suivre, je pense, la route le long de la côte en passant par Sangatte, je pense. Donc il faudra faire très attention. C'est vrai que c'est pas un début de Tour de France qui sera à son avantage. Le lendemain, ça sera les pavés. Et lors de l'étape de toute manière 4, il y aura la montée de Cassel, donc avec également des pavés. Donc ça sera un début de Tour de France qui peut être compliqué pour Enric Mas, qui ne sera pas à son avantage. En plus, si les sensations ne sont pas bonnes sur cette fin de Dauphiné, oui, ça peut être très compliqué pour le coureur espagnol. Et si, imaginons qu'il a un trait de fracture, s'il ne pouvait pas participer au Tour de France, ça serait la douche froide pour Movistar. Et la situation au niveau UCI de Movistar se compliquerait énormément. Donc il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas de blessure pour Enric Mas. Et puis je poursuis avec Caruso. Alors certes, Caruso est dans le top 10.
du général. Aujourd'hui 11e de l'étape, mais j'ai pas trouvé qu'on avait face à nous du grand Caruso avait fini avec Jack Haig, mais les deux avaient pas l'air d'être vraiment incroyables. Caruso, ça m'inquiète un petit peu parce que sur ce Dauphiné, alors certes, bon, il est encore une fois dans le top 10 du général, mais j'ai pas trouvé Caruso incroyable sur les quelques étapes où je l'ai vu. J'ai trouvé un petit peu en retrait Caruso sur les arrivées au sommet, donc aujourd'hui, puis c'était mardi. Et encore une fois, j'ai pas trouvé Caruso incroyable depuis le début de la semaine. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet pour le coureur italien qui m'avait fait une belle impression sur le Tour de Sicile, mais encore une fois, il y avait peu d'opposition sur ce Tour de Sicile. Sur le Tour de Romandie, il n'avait pas été mauvais. Bon, il avait fini 6e du général, mais en plus c'était le Tour de Romandie, donc une course qui a un placement un petit peu atypique. Alors après, c'est vrai que je vois à son calendrier qu'il fera également le Tour de Slovénie. Donc peut-être qu'il n'est pas encore au top, et ça serait peut-être rassurant qu'il ne soit pas encore au top de sa condition physique quand on fait Dauphiné, Tour de Slovénie, Tour de France enchaîné dans les jours à venir, en sachant qu'il aura 3 jours pour faire le trajet jusqu'en Slovénie, donc ça va être assez serré au niveau timing. Mais voilà, du côté de Caruso, un petit peu déçu aujourd'hui par le coureur italien, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Et bien voilà, donc je vous rappelle le programme de demain, pas de Tour de Suisse, mais le Dauphiné. Le Tour de Suisse, ça sera lundi. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. L'étape de demain, j'ai oublié d'en parler, j'en parle tout de suite. Hop, All Stage Profile. On arrive donc à la 8e étape. Du côté de Saint-Alban-Lace, plateau de Salaison, et pas Solaison, c'est Solaison, pardon. C'est marqué Salaison, mais c'est Solaison. Côte hors catégorie, il y aura également le col de la Colombière dans la journée, et puis le col de Plain-Palais, si je lis bien sur mon petit écran, en tout début de journée. Donc on démarrera en pied d'une bosse de première catégorie, 139 km encore très court, mais tout devrait jouer dans le plateau de Solaison. Au niveau du classement général, on montera également beaucoup moins haut en altitude par rapport à l'étape d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!